Chapitre 1. Monsieur Martin, de la ferme du manoir, avait verrouillé les poulaillers. Pour la nuit, mais, trop ivre, avait oublié de fermer leurs trappes. Ah, la lumière de sa lanterne tanguant au rythme de ses pas, il tituba. À travers la cour, jeta ses bottes sur le palier, se servit un dernier, verre de bière au tonneau du cellier, et chemina jusqu'à son lit, où Madame Martin ronflait déjà. Dès que la lumière de la chambre fut éteinte, un frémissement parcourut les bâtiments de la ferme. Il s'était murmuré pendant la journée que le vieux major, un porc blanc de l'ouest de Concours, avait fait la nuit passée un rêve étrange et voulait le partager avec les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la grande grange dès que M. Martin ne serait plus dans les parages. Le vieux major, il avait toujours été appelé ainsi, bien qu'il ait été exposé sous le nom de Beauté de Bellecombe, était tellement respecté dans la ferme que tout le monde était prêt à perdre une heure de sommeil pour écouter ce qu'il avait à dire. Au bout de la grande grange, sur une espèce de plateforme major, était déjà installé sur son lit de paille, sous une lanterne qui pendait, de la charpente. Il avait 12 ans et, même s'il commençait à se faire rondelet, il était toujours majestueux, l'air sage et bienveillant, malgré ses défenses qui n'avaient jamais été coupées. Les animaux arrivaient et s'installaient confortablement selon leurs habitudes. D'abord, vinrent les 3 chiens, Violette, Jessie et Brigand, puis les cochons, qui occupèrent la paille juste devant la plateforme. Les poules se perchèrent sur les appuis de fenêtres, les pigeons tourbillonnèrent jusqu'à la charpente, les moutons et les vaches se couchèrent en derrière, les cochons et commencèrent à mâchonner le fourrage. Les 2 chevaux de trait, Tonnerre et Capucine, vinrent ensemble, marchant, très lentement et posant leurs grands sabots poilus avec attention, au cas où de petits animaux se cachassent dans la paille. Capucine était une épaisse jument maternelle dans la force de l'âge qui n'avait jamais récupéré sa silhouette après son 4e poulain. Tonnerre était une bête imposante de plus d'1,80 m au garrot et aussi puissant que 2 chevaux ordinaires réunis. Une bande de poils blancs descendant le long de son nez lui donnait un air un peu stupide. Et s'il n'était en effet pas le plus vif d'esprit, tout le monde respectait son sens de la fidélité et son impressionnante force physique. Après les chevaux vinrent Mireille, la chèvre blanche et Benjamin l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et avait le plus mauvais caractère. Il parlait peu, sauf pour émettre des remarques cyniques, par exemple pour dire que Dieu lui avait donné une queue pour écarter les mouches, mais qu'il aurait préféré n'avoir ni queue ni mouche. C'était le seul animal de la ferme qui ne riait, jamais. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait pas de quoi rire. Néanmoins, sans l'admettre ouvertement, il était dévoué à Tonnerre, ils passaient tous les 2 leurs dimanches dans le petit enclos derrière le verger, abroutés l'un à côté de l'autre sans rien dire. Les 2 chevaux venaient juste de s'asseoir quand une nichée de poussins qui avaient perdu leur mère se ruèrent dans la grange, en piaillant faiblement et errant d'un bout à l'autre pour trouver un endroit où ils ne se feraient pas piétiner. Capucine fit une sorte de barrière autour d'eux avec ses grandes pattes avant, et les poussins s'y nichèrent confortablement avant de s'endormir profondément. Au dernier moment, Marie, la jolie mais sotte jument blanche qui tirait le cabriolet de M. Martin, entra en minaudant joyeusement, mâchant un morceau de sucre. Elle prit place vers l'avant et commença à remuer, ostensiblement sa crinière blanche, espérant attirer l'attention sur les rubans rouges qui y étaient tressés. En dernier arriva la chatte qui chercha, comme d'habitude, la place la plus chaude. Elle se glissa entre Tonnerre et Capucine et ronronna de satisfaction pendant tout le discours de Major sans écouter une seule de ses paroles. Tous les animaux étaient à présent réunis, sauf Moïse, le corbeau, apprivoisé, qui dormait sur un perchoir derrière la porte du fond. Quand Major vit qu'ils étaient tous confortablement installés et patientaient attentivement, il se racla la gorge et commença. « Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange que j'ai fait la nuit dernière. Je vous le raconterai plus tard, j'ai autre chose à vous dire d'abord. Je ne pense pas que je serai encore avec vous très longtemps, camarades, et avant de mourir, il est de mon devoir de vous transmettre les savoirs que j'ai acquis. J'ai eu une très longue vie, j'ai eu du temps pour réfléchir, tout seul dans ma porcherie, et je pense que je peux comprendre la nature de la vie sur cette terre aussi bien que n'importe quel animal. C'est de ça dont je veux vous parler. Alors, camarades, quelle est la nature de la vie que nous menons?
Ouvrons les yeux, nos vies sont misérables, éprouvantes et courtes. Nous naissons, nous recevons juste assez de nourriture pour respirer. Et ceux qui en sont capables sont exploités jusqu'à l'épuisement. Et, à l'instant où nous devenons improductifs, nous sommes massacrés, dans la cruauté la plus absolue. Aucun animal dans ce pays ne connaît plus la tranquillité ou le bonheur après sa première année. Aucun animal dans ce pays n'est libre. La vie d'un animal, c'est la misère, et l'esclavage, voilà la vérité. Mais est-ce que seulement l'ordre naturel? Est-ce parce que nos terres sont si pauvres qu'elles ne garantissent pas une vie digne? À ceux qui les occupent, non, camarades, 1000 fois non, le sol. De ce pays est fertile, son climat est propice. Il peut fournir de la nourriture en abondance pour bien plus d'animaux. Rien que notre ferme pourrait nourrir une douzaine de chevaux, 20 vaches, des centaines de moutons, dans un confort et une dignité qu'il devient difficile à imaginer. Pourquoi alors supportons-nous cette misérable condition parce que le fruit de notre travail nous est volé par les humains? Voici, camarades, la source de tous nos problèmes, résumée en un seul mot, l'homme. L'homme est notre seul et réel ennemi. Retirez l'homme de l'équation, et la cause de notre faim et de notre exploitation est abolie pour toujours. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop faible pour tirer la charrue, il ne court pas assez vite pour attraper les lapins. Et pourtant, il gouverne tous les animaux. Il les force à travailler, en échange du strict nécessaire pour éviter la famine, et le reste, il le garde pour lui. Nous sillonnons le sol de notre labeur, nous le fertilisons de nos déjections, et pourtant pas un de nous ne possède plus que sa propre peau. Vous, les vaches, combien de milliers de litres de lait avez-vous donné l'année passée? Et qu'est-il arrivé à ce lait, qui aurait dû nourrir de robustes veaux? Chaque goutte a fini dans la gorge de nos ennemis. Et vous, les poules, combien de vos œufs se sont transformés en poussins? Le reste est parti au marché pour enrichir Martin et ses hommes. Et toi, Capucine, où sont ces 4 poulains que tu as portés, qui auraient dû t'apporter joie et réconfort? Dans ton grand âge, chacun a été vendu à sa première année, tu ne les reverras jamais. En retour de tes 4 accouchements et de tout ton labeur dans les champs, qu'as-tu obtenu, sinon de maigres rations et une stalle? Et pourtant, même nos vies de misère ne se terminent pas, naturellement. Pour ma part, je ne me plains pas, je fais partie des chanceux. J'ai 12 ans et j'ai eu plus de 400 enfants. Voilà, la vie naturelle d'un cochon. Mais aucun animal n'échappe au cruel couteau. Vous, les petits porcelets, assis en face de moi, chacun d'entre vous hurlera à la mort sur le billot cette année. Cette horreur est notre destin commun. Vaches, cochons, poules, moutons, nous y passerons, tous. Même les chevaux et les chiens n'ont pas un meilleur avenir. Toi, tonnerre, le jour où tes muscles perdront de leur force, Martin te vendra à l'équarrisseur, qui te tranchera la gorge et te transformera en pâté pour chien. Et quant à ces derniers, quand ils deviendront vieux et édentés, Martin leur attachera une brique autour du cou et les jettera dans l'étang. N'est-il pas clair désormais, camarades, que toutes nos peines et nos souffrances proviennent de la tyrannie des humains? Débarrassons-nous de l'homme, et le fruit de notre labeur sera nôtre. Quasiment du jour au lendemain, nous pourrions devenir riches et libres. Que devons-nous faire, alors? C'est simple, travailler, nuit et jour, corps et âme, au renversement de la race humaine. Tel est mon message, camarades de rébellion. Je ne sais pas quand cette rébellion aura lieu, peut-être dans une semaine ou dans un siècle, mais aussi, sûr que je vois cette paille sous mes pieds, tôt ou tard, justice sera faite. Faites-en votre objectif, camarades, pour le restant de votre courte vie. Et par-dessus tout, transmettez mon message à ceux qui vous succéderont, que les générations à venir poursuivent la lutte jusqu'à la victoire. Et souvenez-vous, camarades, votre volonté ne doit jamais faillir. Aucune dispute ne doit vous disperser. N'écoutez jamais quand on vous dit que les humains et les animaux ont un intérêt commun, que la prospérité des uns est la prospérité des autres. Ce sont des mensonges. L'homme ne sert les intérêts d'aucune autre créature que lui-même. Et parmi nous doit régner une parfaite unité, une parfaite solidarité dans la lutte. Tous les hommes sont des ennemis. Tous les animaux sont des camarades. Il y eut à ce moment un énorme tumulte. Pendant que Major parlait, 4 gros rats étaient sortis de leur trou et s'étaient assis pour l'écouter. Les chiens les avaient repérés et ce ne fut que par
un saut rapide dans leur trou que les rats avaient sauvé leur peau. Major leva sa patte pour obtenir le silence. Camarades, dit-il, voici un point qui doit être tranché. Les créatures sauvages, comme les rats et les lapins, sont-elles nos amis ou nos ennemis? Proposons-le au vote. Je soumets cette question à l'Assemblée. Les rats sont-ils des camarades? Le vote eut lieu et il fut décidé à une écrasante majorité que les rats étaient des camarades. Il n'y eut que 4 contestataires, les 3 chiens et la chatte, mais on découvrit par la suite que cette dernière avait voté dans les 2 camps. Major continua. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je me répète, mais souvenez-vous toujours de votre devoir d'hostilité envers l'homme et son monde. Tout ce qui se dresse sur 2 jambes est un ennemi. Tout ce qui dresse sur 4 jambes ou a des ailes est un ami. Et rappelez-vous que dans notre lutte contre l'homme, nous ne devons pas lui ressembler. Même quand vous l'aurez vaincu, n'adoptez aucun de ses vices. Aucun animal ne doit habiter dans une maison, dormir dans un lit, porter des vêtements, boire de l'alcool, fumer du tabac, toucher de l'argent, faire du commerce. Toutes les mœurs de l'homme sont le mal. Et par-dessus tout, aucun animal ne doit jamais exploiter un autre animal. Faibles et forts, intelligents et simplets, nous sommes tous frères. Aucun animal ne doit tuer un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Et maintenant, camarades, je vais vous parler de mon rêve de la nuit dernière. Je ne peux pas vous le raconter en détail. C'était un rêve du monde après la disparition de l'homme. Mais il m'a rappelé quelque chose que j'avais depuis bien longtemps oublié. Il y a de nombreuses années, quand j'étais un jeune porcelette, ma mère et les autres truies fredonnaient une vieille chanson dont elles ne connaissaient que l'air et les 3 premiers mots. Je connaissais cet air dans mon enfance, mais il m'était depuis bien longtemps sorti de la tête. Cette nuit, pourtant, non seulement il m'est revenu dans mon rêve, mais les paroles me sont revenues également. Des paroles, j'en suis certain, qui étaient chantées par les animaux de jadis et qui furent oubliées pendant des générations. Je vais vous les chanter, camarades. Je suis vieux et ma voix est fatiguée, mais quand je vous les aurai apprises, vous pourrez les chanter bien mieux que moi. La chanson s'appelle « Bête du monde ». Le vieux major s'éclaircit la gorge et commença à chanter. Comme il l'avait dit, sa voix s'était fatiguée, mais il chantait plutôt bien, et c'était une chanson entraînante, quelque part entre Clémentine et La Cucaracha. Les paroles étaient les suivantes. Bêtes d'ici et bêtes de là-bas, bêtes du monde et de tous les climats, écoutez donc ces joyeuses nouvelles, d'un avenir où la vie est plus belle. Tôt ou tard, le moment surviendra, où l'homme jamais plus ne régnera, et où les champs fertiles du pays seront parcourus de bêtes amies. Les anneaux disparaîtront de nos nez, nos dos ne porteront plus d'harnais, les éperons rouilleront à jamais, les vils fouets seront pour toujours muets. Plus riches qu'on ne peut l'imaginer. L'orge, l'avoine, le foin et le blé, le trèfle, les carottes, les navets, seront tous nôtres en ce jour désiré. Tous les champs du pays resplendiront. Au jour de notre libération, l'eau sera magnifiquement exquise, encore plus douce sera la brise. Pour ce futur, nous devons tous lutter. Nous devons œuvrer pour la liberté. Nous, vaches et chevaux, dindes et oies, même si tous nous ne le verrons pas. Bêtes d'ici et bêtes de là-bas, bêtes du monde et de tous les climats, écoutez donc ces joyeuses nouvelles, d'un avenir où la vie est plus belle. La chanson emplit les animaux d'une excitation effrénée. Avant, même que Major n'eût terminé, ils la chantaient déjà d'eux-mêmes. Même le plus stupide d'entre eux reprenait l'air et quelques mots, et les plus futés connaissaient déjà toutes les paroles par cœur après quelques minutes. Ainsi, après quelques essais, la ferme entière reprit, en chœur bêtes du monde, dans un formidable unisson. Les vaches le meuglaient, les chiens l'aboyaient, les moutons la bêlaient, les chevaux la hennissaient, les canards la cancanaient. Ils étaient si enthousiasmés qu'ils la chantèrent 5 fois d'affilée et auraient continué toute la nuit s'ils n'avaient pas été interrompus. Malheureusement, la clameur réveilla monsieur Martin, qui sauta hors du lit, persuadé qu'un renard rôdait dans la cour. Il prit le fusil qui se trouvait toujours dans un coin de sa chambre et tira une salve de chevrotine dans l'obscurité. Les projectiles heurtèrent le mur de la grange, et l'assemblée se dispersa. Chacun s'enfuit vers son lit, en toute hâte. Les oiseaux regagnèrent dans leur perchoir, les animaux s'allongèrent dans la paille, et bientôt la ferme entière s'endormit.